Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 heures et on a un petit peu de retard, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Kiefer, il est responsable de Rassemblement National de la circonscription de Dinan et il est venu en direct ce lundi matin au micro de la matinale, je l'en remercie, bonjour. Bonjour. Alors on va parler politique ce matin comme on le fait chaque jour à cette heure-ci dans Bretagne 5 matin avec une situation explosive, on pourrait le dire comme ça si vous me permettez le terme, il est fort mais il dépeint bien ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et particulièrement dans la bande de Gaza où Israël mène son offensive en réponse aux attaques terroristes du Hamas, ce qui nous donne des répercussions en France avec des manifestations pro-palestiniennes et un climat, il faut bien le dire, politique de plus en plus délétère. Et ce climat délétère, comment vous le ressentez au Rassemblement National ? Ce climat, il est inquiétant. Il est inquiétant, il m'inquiète personnellement, surtout de la part de certains mouvements politiques qui sont assez présents en Bretagne, on le voit. Ils ont fait des manifestations un peu partout, ce week-end, comme à Guingamp. Des manifestations pas seulement en soutien de la Palestine, parce que on peut toujours avoir une subtilité, une finesse dans l'analyse et de faire une séparation évidemment entre les Palestiniens, le peuple palestinien, le peuple israélien et le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Vous comprenez que certains dirigeants n'ont pas voulu employer ce mot terroriste ? Oui, parce que ça remettrait en cause toute leur façon de penser, leur projet politique, leur positionnement aussi qui est un peu douteux. Et je reviens donc par exemple sur la manifestation de Guingamp où on voyait des banderoles libérer Georges Abdallah. Qu'est-ce que ça vient faire ici, des choses comme ça, libérer un terroriste à des moments où ça n'est vraiment pas approprié. Qu'est-ce que ces gens-là font? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Et à l'intérieur de ces manifestations, il y avait la CGT, il y avait le NPA. Le NPA est en place à la mairie de Rostrenain, par exemple. Qu'est-ce que le maire de Rostrenain pense de tout ça? Parce que ce sont ces gens-là qui nous font des procès d'intention en permanence. Et qui sont présents et bien implantés en Bretagne tout de même, et qui sont en lien aussi avec la région Bretagne. Ils font partie de cette majorité de gauche, assez proche de Loïc Chéné-Girard, même si ça gêne les socialistes qui sont à la région Bretagne. Ils ont fait partie et ils font partie de la NUPES, ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça pose beaucoup de questions, c'est très inquiétant de voir tout cela. Oui. Ouais. On a vu des pancartes, Macron complice, Israël assassin. On voit de plus en plus cette montée de l'antisémitisme en France. On a un peu envie de se demander où ça va s'arrêter. Oui, c'est une grosse question. Alors premièrement, le gouvernement pourrait faire des choses. Légalement, il y a tout ce qui a... il y a toutes les possibilités législatives pour poursuivre beaucoup de personnes qui ont débordé et qui sont pénalement répréhensibles. Il faudrait encore que le gouvernement ait un peu plus de courage sur ce point-là et marque réellement un point d'honneur sur ça, parce que c'est très inquiétant. Et il faut réagir très vite parce que ces personnes, j'ai l'impression, se croient tout permis. Réellement. Quand on observe la virulence de certaines manifestations, les mots qui sont employés, la manifestation de Paris, on entendait à la place de la République des cris d'Allah Akbar, où il y a quelques années, souvenons-nous tout de même, nous étions tous Charlie, au moment des attentats de Charlie Hebdo ou même du Bataclan.
il y a une distorsion en quelques années qui est très inquiétante et il faut réagir. Comme tous les sujets politiques d'ailleurs, il faut agir. Et je ne veux pas être pessimiste, mais il faut rappeler cette phrase de MacArthur. Les batailles perdues se résument en 2 mots. Trop tard. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard et avoir agi trop tard. Et il ne faut pas que cela arrive. Il ne faut pas que ces gens-là, qui sont des gens dangereux pour nos valeurs, pour la République, puissent prendre une place trop importante. Il faut agir. Agir, le gouvernement l'a tenté en demandant l'interdiction des manifestations, interdiction retoquée par le Conseil d'État, et finalement ce sont les préfets qui ont la main désormais. On les voit un peu démunis. On a entendu le préfet de Paris dire voilà, j'ai interdit la manifestation, et sur le terrain les manifestants étaient là. Est-ce que l'État a perdu une forme d'adhérence? Est-ce que l'État a perdu aussi une forme d'autorité? Il a perdu et il n'a pas une vision haute. Quel est le problème aujourd'hui? Le terrorisme islamiste. Il faut donc interdire cette pensée, cette mouvance qui est l'islamisme radical. Et comment faut-il faire? Faut assécher les finances, faut arrêter les terroristes. Il faut déjà que l'État reconnaisse que le terrorisme islamiste est un fléau et que nous devons le combattre et que nous devons l'interdire. Ça n'est pas le cas. Gérald Darmanin fait toujours des gros muscles et des gros bras et des grands mots, mais comment veut-il combattre ce mal, ce fléau, s'il ne le nomme pas et qu'il ne le condamne pas et qu'il ne permet pas d'avoir les outils juridiques pour le faire? Ça n'est pas possible. Et c'est ça qu'ils doivent faire. Et c'est ça qu'ils doivent faire très rapidement, très sereinement et très efficacement. Parce que c'est ça la clé. On sent jusque dans les mots une peur pour nommer ce terrorisme islamiste. On parle bien d'islamisme. Là encore, il y a les musulmans et il y a ces islamistes radicaux. Il faut bien dissocier les deux. Est-ce qu'il y a une peur quelque part de citer le mot alors que la France est dans le viseur de ces organisations terroristes? Oui, il y a une peur. Il y a une peur parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron est un combo des anciens socialistes, des anciens LR, qui dirigent ce pays depuis des décennies et qui ont réussi depuis pas mal d'années à faire des magouilles lors des élections municipales, de leur implantation locale, du clientélisme, avec des associations dites sportives, on le voit aujourd'hui, qui sont islamisées. Effectivement, ils sont pris les mains dans l'engrenage. Voilà. C'est une problématique. Certains élus trempent volontairement ou involontairement dans cet islamisme radical. Il faudrait là aussi revoir les financements de ces associations qui, sous couvert culturel ou sportif, peuvent avoir des accointances avec des organisations plus douteuses. Évidemment, c'est les premières choses à effectuer. Mais pour cela, il faut aussi les outils juridiques et il faut absolument nommer le fondamentalisme islamiste comme quelque chose à combattre. On a entendu plusieurs dirigeants du Rassemblement national s'inquiéter de l'importation, de l'exportation, selon dans quel sens on se situe, du conflit israélo-palestinien en France. On parle beaucoup de cette menace d'attentat qui a été relevée d'ailleurs au niveau le plus important pour la vigilance. Est-ce que selon vous, on est parti dans une espèce de fuite en avant avec ces risques d'attentats, ce conflit qui s'invite chez nous? Oui, je pense que les mois qui viennent et l'année 2024 vont être des moments très tendus. Nous avons les Jeux Olympiques en 2024 et pour parler avec les personnels de sécurité, ceux qui organisent la sécurité pour les événements des JO,
le caractère assez pressant et urgent de trouver du monde supplémentaire pour les Jeux Olympiques et organiser tout cela, on sent une certaine inquiétude, une certaine fébrilité. Et les gens qui sont à l'intérieur nous font part quand même d'une certaine inquiétude à réussir à être partout où le danger peut survenir. Et c'est ça le problème. On ne peut pas mettre effectivement un policier, un gendarme derrière chaque citoyen français. Et c'est ça le problème. C'est cette vision, c'est de dire où est la logique, pourquoi laisser cette idéologie se développer, les fondamentalistes islamistes, fichés S, les garder sur notre territoire. Pourquoi, encore une fois, garder des personnes étrangères qui ont commis des meurtres ou des délits dans nos prisons chez nous? Renvoyons-les dans leur pays d'origine pour libérer des places et pouvoir incarcérer d'autres personnes qui, eux, sont dangereux et probablement française aussi, de nationalité française. Mais pourquoi cette logique de vouloir à tout prix contrôler tout sur le territoire, là où tout se développe et où tout part dans tous les sens, au lieu de régler le problème à la base? C'est une véritable passoire en fait. Ces gens-là sont tellement dangereux à la tête de l'État, ils prennent une passoire, ils vident de l'eau dedans, et puis ils disent on fait quelque chose, regardez, on fait quelque chose, mais il y a des trous partout. Il y a des trous partout et les trous ne sont pas bouchés. Alors cependant, renvoyer les ressortissants étrangers qui ont commis des délits, on parle bien de ceux qui ont commis des délits ici en France, ça pose le problème aussi de les faire revenir dans leur pays. Souvent les pays ne les acceptent pas, ne veulent pas délivrer des passeports diplomatiques pour les faire revenir chez eux. C'est une question de diplomatie encore. On va encore une fois parler d'un sujet qui est en déliquescence, mais la diplomatie française est dans un état catastrophique. Il y a des choses à faire en matière de diplomatie. Vous avez des leviers à mettre en action avec certains pays. Évidemment qu'ils ne veulent pas les récupérer, mais c'est le jeu de la diplomatie. C'est ça la diplomatie, c'est de mettre des intérêts en face des autres et de faire jouer cela pour que ces pays reprennent leurs ressortissants qui ont commis des crimes et des délits. Et effectivement, on ne peut pas attendre de ce gouvernement une quelconque action diplomatique, on le voit. Il est soumis à ce désir d'une Union européenne qui dirige l'ensemble des pays européens et la diplomatie et l'ensemble des actions politiques de tous les autres pays européens. C'est une vision que nous n'avons pas, alors nous en parlerons peut-être, mais c'est une vision que nous n'avons pas, puisque nous défendons une Europe des nations, une Europe des coopérations, ce qui est complètement à l'opposé du gouvernement qui est en place. Alors on va en parler de l'Europe avant de nous quitter évidemment. Simplement au niveau de la diplomatie, on a vu le président de la République se rendre en Israël, puis en Cisjordanie, puis en Jordanie, essayer de rencontrer les dirigeants qui pourraient peut-être peser sur ce qui se passe aujourd'hui. On a une aide humanitaire qui est partie vers Gaza. Est-ce que c'est encore la France qui se fait entendre ou est-ce que pour vous c'était plus une forme peut-être de vouloir être dans le concert des nations? C'est de la com. C'est de la com, c'est de l'image. Emmanuel Macron sait très bien le faire. Alors effectivement, c'est bien de le faire. Mais quand d'un côté, il préfère laisser la suprématie à Madame von der Leyen pour certaines décisions et qu'il se rend pour d'autres, c'est assez flou. Où est la place de la France ? Où est la grandeur de la France, l'indépendance de la France ? La voix de la France porte encore aujourd'hui ? Je pense qu'elle porte beaucoup moins, c'est évident.
Et la diplomatie, encore une fois, c'est un travail de fourmi, c'est un travail souterrain. La diplomatie, c'est quelque chose de très politique, c'est quelque chose de très subtil. Ça n'est pas forcément l'image qu'on a vue du président qui est sur place, sur le terrain. Ça, c'est une image de communication. Le travail de diplomatie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Plus discret peut-être aussi. Plus discret aussi. Plus discret, oui. On parlait de l'antisémitisme tout à l'heure. On a vu ces images qui sont arrivées cette nuit du Daghestan où un avion en provenance d'Israël était annoncé. En tout cas, la nouvelle s'est très vite répandue. L'aéroport en question a été envahi. On a chahuté des personnes qu'on a prises pour des personnes de confession juive. Il y a eu des arrestations. Est-ce que, permettez-moi, le mot va peut-être être un peu fort, mais est-ce qu'il y a eu une chasse aux juifs dans le cas présent ? C'est un pogrom, oui. Oui. Réellement, ça l'est. Quand on voit la description de certains journalistes, j'ai pu lire ça très rapidement et regarder ça. Il y avait, dit-on, en premier lieu, quelques dizaines de personnes, ce qui était faux. C'était des centaines de personnes qui attendaient cet avion, qui sont allés au hublot pour voir s'il y avait des juifs à l'intérieur de cet avion. Les personnels de sécurité ne savaient même plus quoi faire. Où sommes-nous ? C'est effrayant. C'est effrayant. Aujourd'hui, montée de l'antisémitisme, montée de ce climat, je le disais tout à l'heure en commençant, délétère. Vous avez cité tout à l'heure un parti politique, on peut le dire, LFI. Est-ce que vous comprenez la position de LFI ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure à Antoine Kiefer, mais la position de LFI aujourd'hui vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous trouvez que voilà, des mots auraient dû être dits en dehors de ce mot terroriste qui n'a pas été prononcé par rapport au Hamas ? Je pense qu'ils sont partis dans une prise de position qui est purement comptable, électoraliste, malsaine. C'est-à-dire qu'ils avaient cet électorat populaire, peut-être il y a plusieurs décennies, on parle du PCF, historiquement, des ouvriers et tout cela. Et on l'observe, eh bien ces gens nous rejoignent, nous confèrent évidemment leur confiance. Et ils sont dépourvus de cet électorat. Ils cherchent absolument un autre os à ronger. Et malheureusement, cet os, c'est de satisfaire un électorat qui est plutôt disons naïf pour la gauche et puis islamiste pour l'autre branche. Très inquiétant. On parle d'islamo-gauchisme. Voilà, c'est exactement ce combo. Quand je disais la gauche naïve et cette branche, oui, islamo-gauchiste en fait. Mais il y a islamo-gauchiste et islamo-droitiste aussi. Quand on voit des maires qui financent certaines associations, on peut se poser la question. Moi, je pense qu'ils sont en perdition. Je pense qu'ils sont en perdition, ils ont une prise de position, on voit, ils tâtonnent, ils sont gênés. Pour certains, ils assument parfaitement leur prise de position, ce qui est encore plus inquiétant. Madame Obono parlait pour les bombes du Hamas, les bombes du Hamas, parlait des bombes de la résistance, quand même hallucinant. On a entendu parler aussi de guerre, d'actes de guerre, et non pas d'actes de terrorisme. Mais oui, voilà, il faut encore comprendre que le Hamas, ça n'est pas l'État palestinien, ce ne sont pas les Palestiniens, c'est un mouvement terroriste et qui prend en premier otage les Gazaouis. Voilà, il faut le rappeler. L'État palestinien a prévenu les Gazaouis. En tout premier lieu, il leur a dit, écoutez, le Hamas est dangereux, c'est une organisation terroriste. Fuyez Gaza, car ils sont à Gaza, ils sont dans vos caves, ils sont sous vos hôpitaux, ils sont sous vos écoles. Ils s'organisent comme ça. Fuyez, car nous allons attaquer et nous allons les mettre à néant. Fuyez, parce que nous ne voulons pas évidemment attaquer les Palestiniens.
C'est ça qu'ils ont fait. Et qu'ont fait le Hamas? Ils ont retenu les Gazaouis le plus possible, ils ont fait sauter des ponts, ils ont retenu la population sur place, exprès pour semer le trouble. Vous voyez un petit peu... En faire des boucliers humains, finalement. En faire des boucliers humains. Et sur ce plan-là, la NUPES, la LFI, n'a absolument aucune subtilité, aucune analyse politique qui tienne la route. Ils ont une prise de position qui est uniquement dangereuse et inquiétante. On entend le mot guerre de civilisation. Alors, il y a encore quelques mois, quelques années, on avait proscrit ce terme de guerre de civilisation. Aujourd'hui, on l'entend de plus en plus ressortir de façon très transversale, d'ailleurs, dans le monde politique. Est-ce que c'est une expression que vous reprendriez à votre compte, vous, au Rassemblement national? De civilisation, non. C'est une guerre que les fondamentalistes islamistes mènent à tous ceux qui ne sont pas comme eux. Une guerre contre l'Occident? Pas seulement. Si on prend l'exemple des Gazaouis, il y a beaucoup de musulmans. Ils ont été pris en otage. Ils ont été des bombes, des boucliers humains au Hamas. Non, c'est le fondamentalisme islamiste, cette idéologie qui mène une guerre à l'ensemble du monde qui ne pense pas ou qui ne souhaite pas aller dans leur sens. Et c'est ça le problème. Et c'est ça cette guerre qu'il va falloir mener au fondamentalisme islamiste. Et en ce sens, effectivement, on reparle de la même chose. Il va falloir que le gouvernement nomme le mal pour pouvoir le combattre efficacement. On est dans une phase préélectorale, hein, on pourrait le dire comme ça, avec l'arrivée prochaine des élections européennes. On va parler un peu de politique politicienne ce matin. Ces élections européennes, elles vont venir vite en juin prochain. On prête beaucoup d'intentions de vote au Rassemblement national. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont rejoint le Rassemblement national. Est-ce que c'est un mouvement de fond? Oui, c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond, on le voit, d'implantation locale, un mouvement qui se structure très sérieusement. Effectivement, c'est une lame de fond. On le voit, on l'observe de plus en plus de par le nombre d'adhésions, le nombre de personnes qui souhaitent même s'investir, qui souhaitent participer à ce combat. Effectivement, c'est quelque chose qui s'installe très sérieusement. Les européennes en ligne de mire, la présidentielle aussi? Évidemment. Et puis alors, si on veut faire l'ensemble, eh bien, on va parler d'européennes, de municipales et de présidentielles. Voilà. Les enjeux sont là pour le Rassemblement national. Les enjeux sont là partout, à toutes les élections, parce que il en va de l'avenir de notre pays. Et je pense que de plus en plus de Français l'observent, et de plus en plus de Français ne feront pas cette erreur de s'abstenir aux élections, car nous avons les bonnes analyses, les bonnes solutions, et il est impératif que nous arrivions au pouvoir pour les mettre en place. Vous faites peur. Le Rassemblement national fait peur aujourd'hui. Il ne fait plus peur. Je l'observe de plus en plus. Des personnes qui... voilà, moi ça fait 10 ans que je suis au Rassemblement national. Des personnes qui étaient peut-être véhémentes à notre égard ou à mon égard il y a 10 ans et qui aujourd'hui me surprennent car elles ont compris qui nous étions. Elles ont compris, elles ont analysé, elles ont observé, elles ont vu que nous étions des personnes absolument normales et que nous avions à nouveau des analyses qui étaient correctes et derrière des propositions qui étaient efficaces et qui étaient sérieuses. Et on l'observe, il y a des digues et des barrages qui sautent effectivement. Le fameux plafond de verre.
Le plafond de verre qui n'existe plus. Il y avait des plafonds de verre dans 89 circonscriptions, par exemple, qui ont sauté aux dernières élections législatives. Et nous avons eu des députés, nous avons aussi 3 sénateurs où le plafond de verre a sauté. Ça n'existe plus. C'est un lointain proverbe, ce plafond de verre. Dans l'actualité, il y a ce matin le président de la République qui souhaite inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Est-ce que pour vous, c'est une avancée pour les femmes? Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement? Faut-il l'inscrire dans la Constitution? La loi est là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quelle est l'arrière-pensée en fait? Si on l'inscrit dans la Constitution, est-ce qu'ils ont peur que ce droit soit attaqué? Et si ce droit est attaqué, par qui peut-il être attaqué? Par le fondamentalisme islamiste, pas par les Français. Alors, cette question est inquiétante en termes de courage politique, c'est-à-dire sont-ils réellement capables de combattre ce fléau? Je ne le pense pas. Et je pense qu'effectivement, aux prochaines élections, il va falloir élire des responsables du Rassemblement national pour permettre aux femmes d'avoir cette liberté et de l'avoir pendant très longtemps, très 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 longtemps. On va terminer sur le Rassemblement national et sur le climat. On entend des voix qui disent « Oh là là, si demain le Rassemblement national arrive aux affaires, entendez par là peut-être à la présidence de la République, l'avenir nous le dira, ça va être la guerre civile ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sourire quand vous entendez cela, ou est-ce que vous vous dites les clivages seront forts? Ça me fait sourire parce que les gens observent déjà ces prédictions catastrophiques qu'on nous avait fait lors des précédentes élections il y a plusieurs années, où il y allait avoir un nuage de sauterelles, le sable du Sahara qui allait se déverser sur toute la France, des prévisions prophétiques. Et en réalité, quand on a des municipalités, elles sont réélues au premier tour et très largement les gens sont satisfaits. Quand nous avons des députés, ils sont réélus et très largement les gens sont satisfaits. Nous avons cette conscience du travail bien fait, du sérieux. Les gens l'observent et effectivement, toutes ces prévisions sont ridicules et les gens le voient. Antoine Kieffer, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan, était avec nous ce matin pour l'interview politique de Bretagne 5 matin. Il est venu exprès de Dinan pour être là en direct. Je l'en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.